Nicolas Durand, le président de la CPME de Haute-Garonne, est avec nous pour attaquer l'émission. Bonjour Nicolas Durand. Bonjour. C'est intéressant de commencer avec vous. La CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Donc le MEDEF, c'est les grosses entreprises. CPME, c'est les TPE, PME, ETI. ETI, les entreprises de taille intermédiaire également. Oui, on va dire et surtout les entreprises patrimoniales, voilà, celles où ce sont des personnes physiques qui investissent leur propre argent et qui prennent leurs propres risques. Voilà. Donc vous êtes à Toulouse, Nicolas Durand, à Toulouse où on se projette déjà vers une possible victoire de François Piquemal, le candidat de la France Insoumise, qui a obtenu le ralliement lundi très tôt. Ça a été un des premiers mouvements de cet entre-deux tours de François Briançon, le socialiste arrivé 3e du scrutin. Objectif pour les deux hommes maintenant, c'est de battre le maire sortant Jean-Luc Moudenc, centriste. Alors maire présenté comme un allié de l'extrême droite. C'est l'argumentaire massu qui est déployé par François Piquemal. Et alors, ça vous fait réagir, Nicolas Durand? Je crois que c'est la première fois qu'une organisation patronale à Toulouse prend la parole pour dire attention, danger, LFI, François Piquemal à la mairie, vous n'en voulez pas. Alors, d'abord, la CPME n'est pas un parti politique et n'a d'ailleurs pas vocation à faire de la politique. Nous, on a un travail une mission qui consiste à défendre les entreprises et les entreprises qui sont créatrices de richesses, créatrices d'emplois et qui font fonctionner d'ailleurs le modèle économique et social et qui créent du lien sur leur territoire. Vous avez combien de boîtes, combien d'entreprises à Toulouse, Nicolas Durand? C'est 1500 entreprises. Et c'est vrai que la CPME a travaillé sur ces élections municipales et nous avons fait 91 propositions qui ont été transmises à l'ensemble des candidats. Et nous avons également proposé une charte d'engagement qui intègre notamment un principe de concertation dès lors qu'il y aurait des décisions qui impactent les entreprises. Et donc cette charte, on l'a proposée à tous les candidats. Et c'est vrai que on vous a répondu ? Alors, on nous a répondu, mais en l'occurrence, sur les deux listes finalistes, seule la liste de Jean-Luc Moudenc a signé cette charte. Donc, on a effectivement échangé au sein de notre conseil d'administration et force est de constater que la liste portée par François Piquemal n'a pas souhaité signer cette charte d'engagement et nous on le prend comme quelque chose de particulièrement inquiétant puisque cette charte a été signée par des dizaines et des dizaines de candidats sur toute la France. C'est quelque chose qui a été fait collectivement par la CPME. Oui, c'était un mouvement national de la CPME. National. Oui. Et donc du coup effectivement ça génère une inquiétude forte sur une potentielle augmentation des taxes et également sur certains sujets qui sont pour nous un frein à l'attractivité de la ville sur le volet économique. Voilà. Alors que, donc c'est pour cette raison que la décision, plutôt que de critiquer une liste, a été de effectivement mettre en avant la liste avec laquelle nous semblons plus à l'aise sur le point de vue développement des entreprises à un moment où les entreprises ne vont pas toujours très bien. Alors ça se passe comment justement? Quelle est la situation économique à Toulouse? Parce que Toulouse, dans l'esprit des Français, c'est Airbus, évidemment, Gabriel Cluzel. Et c'est Airbus, mais surtout, c'est une armée de sous-traitants, énormément d'entreprises. L'aéronautique, je crois que sur Toulouse et sa région, c'est 80 000 emplois, mais il n'y a pas que ça. On fait beaucoup de choses à Toulouse. Il y a aussi de l'agroalimentaire, vous avez de la santé, vous avez des start-up, vous avez de la tech. Vous craignez un effet délétère finalement d'un François Piquemal qui est connu, c'est pas un parachuté, il est dans le paysage politique toulousain quand même depuis une dizaine, quinzaine d'années, bien qu'il soit jeune, il a une quarantaine d'années à peine, François Piquemal, Nicolas Durand. La problématique de l'entreprise et de l'emploi, ça a des conséquences très importantes. Le pouvoir d'achat des salariés, c'est quelque chose qui est très important. Donc c'est vraiment un sujet, je trouve, qui est mis trop en second plan dans les discussions et dans les échanges politiques. Quand on voit sur le programme effectivement de LFI, les sujets sur les entreprises arrivent à la 17e position. Ah oui. Et ça commence par lutter contre. Et donc le mot suivant, c'est la prédation. C'est pas quelque chose qui est rassurant et ça vient aussi dans un contexte où c'est vrai que nous avons entendu de la part de certains députés LFI des choses sur la fin de l'année qui inquiètent les entreprises. Et
donc nous, le sujet à la CPME, c'est pas de faire de la politique. Encore une fois, c'est de promouvoir l'entreprise et de créer les conditions qui permettent le développement des entreprises, le développement de l'emploi et donner du pouvoir d'achat aux salariés. Parce qu'aujourd'hui, on considère que en France, le travail ne paie pas assez. Et les chiffres entre le montant du salaire net et ce que paie une entreprise, c'est quelque chose qui est important. Et si on rajoute... Mais pardonnez-moi, Nicolas Durand, mais pas que vous, pas que vous, mais globalement, les gens qui défendent l'entreprise en France, ils sont en échec. Quand on voit dans une ville comme Toulouse, qui est une ville relativement prospère, vous avez 27% des gens qui choisissent un candidat anticapitaliste, qui se revendique comme tel, qui dit taxer les riches, au-delà de 5 000 euros pour les particuliers, taxer plus les entreprises. Il y a un échec patent quand même de communication politique. Gabriel Cluzel, ça vous fait réagir, ça? Oui, moi je suis très frappée parce que d'ailleurs ça dépasse le cas de Toulouse, mais si on parle d'abord de Toulouse, François Piquemal, c'est quand même quelqu'un, moi j'ai été effrayée, j'ai vu passer cet extrait-là, qui à la fête de l'humanité a expliqué que les multipropriétaires, il faudra peut-être penser à les exproprier. Il réfléchit entre 3 logements, 5 logements. Il y a quand même des gens, et c'est pas tous des gens extrêmement riches, qui placent leur argent dans des logements pour arrondir leur retraite. Donc tout ça est complètement fou, on se croirait revenu en Union soviétique. Et puis ce que dit ce monsieur me rappelle ce qu'avait dit, donc au-delà de Toulouse, Olivier Andrès, vous savez, le patron de Safran. Il avait été auditionné sur les freins à la réindustrialisation à l'Assemblée nationale. Et il avait dit, ah non mais moi je vous arrête tout de suite, je ne fais pas de la politique, il était comme ce monsieur, mais j'ai envie de pouvoir travailler. Moi par exemple, une ville écolo, c'est niette. Oui. Ben là je pense qu'il va se passer la même chose, il peut se passer la même chose à Toulouse, parce que tout simplement, ils ne pourront pas travailler. Et il faut savoir que ce n'est pas seulement des emplois, c'est aussi des familles, c'est des écoles, c'est tout un tissu social. Donc je pense que pour les Toulousains, il y a quand même une réelle question qui va se poser dimanche. Bon, en tout cas, merci d'avoir été en ligne avec Europe 1. Nicolas Durand, le président de la CPME de Haute-Garonne, inquiet donc d'une possible victoire du candidat de LFI à Toulouse, François Piquemal. On va en parler évidemment avec nos invités dans un instant. On vous attend nombreux, standards d'Europe 1. N'hésitez pas, ces municipales, elles vous font réagir. Vous êtes Toulousain, vous êtes Strasbourgeois, vous êtes Marseillais, Parisien, toutes ces grandes villes où il va se passer des choses importantes cette semaine. Vous êtes d'ailleurs, vous avez votre maire. Vous en êtes content ou pas? Dites-le nous sur l'antenne d'Europe 1. On a le temps, le porte-avions de nouvelle génération, le successeur du Charles de Gaulle, va entrer en construction en 2031. Ça n'est pas tout de suite. Mais y avait-il urgence à lui trouver un nom dès maintenant, surtout pour Emmanuel Macron, qui quitte l'Élysée dans moins d'un an, enfin dans un petit peu plus d'un an? Ça, c'est Gabriel Cluzel qui me posait la question en antenne. C'est une excellente question. On va demander justement à l'amiral Alain Coldefy qui est avec nous ce qu'il en pense. Vous aussi, auditeurs d'Europe 1, on vous attend nombreux. On va donner la parole à Christophe dans quelques instants. Passionné de naval, justement, c'est ça qui est intéressant. Il y a toujours des passionnés sur les questions de marine. Amiral Alain Coldefy, effectivement, c'est une bonne question. Était-ce vraiment Emmanuel Macron n'aurait-il pas dû avoir l'élégance, la délicatesse de laisser à son successeur à l'Élysée le soin de nommer ce futur bâtiment? Je vous dirais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en toute franchise, que le Charles de Gaulle s'appelait Richelieu. Quand il a été décidé, quand il y avait deux d'ailleurs, décidé en Conseil de défense par le président Giscard d'Estaing en 1980, et on a commencé à construire le Richelieu. Il se trouve qu'effectivement, le général de Gaulle était mort 10 ans plus tôt. C'était peut-être un peu trop tôt pour lui donner le nom d'un porte-avions. Et là, je pense que ça peut changer. Après, ce sera le président de la République suivant qui en décidera. Ah oui. Ça peut rester. Si c'est un nom très consensuel, il n'y a aucun sujet. Oui. Oui, le nom d'un projet finalement qui pourrait être évolué quand le bâtiment sortira véritablement du... Finalement assez politique comme choix d'une certaine façon. Ah bah évidemment, voilà, il n'y a pas plus... Donc oui. C'est pour ça que la question méritait d'être posée. Emmanuel Macron avait peut-être envie de donner sa marque. On va voir. Voilà, Est-ce qu'on consulte les militaires? Je ne me rends pas compte. Enfin, je ne sais pas du tout. Je ne connais rien au processus de décision. Alors, le chef d'état-major de la marine, en l'occurrence, fournit au ministre, l'histoire des appellations des bateaux de la marine royale puis de la marine nationale, et dans ce panel propose quelques noms. Voilà. Alors après, ça passe au niveau politique avec le ministre et le chef de l'État, chef des armées. Mais à l'origine, c'est le marin qui propose, parce qu'il y a une histoire derrière, il y a la reconduction d'une histoire derrière, il y a des grands moments. Tout à l'heure, je disais, je donnais 3 noms à Romanche, Richelieu et Jeanne d'Arc. Pourquoi? Parce que si moi j'avais eu à proposer, à Romanche, c'est le débarquement avec les commandos Kieffer, les premiers soldats français
pas tout à fait les premiers, mais enfin le premier commando qui a débarqué sur les plages d'Arromanches, et le premier porte-avions après la guerre, s'est appelé Arromanches. Je dirais Richelieu, parce que la marine fête ses 400 ans cette année, c'est Richelieu qui l'a créé. Et je dirais Jeanne d'Arc, parce que Jeanne d'Arc, depuis, qui était le bateau école des officiers, il y a eu un croiseur, il y a eu un porte-hélicoptère, et d'ailleurs, la croisière de formation des officiers s'appelle toujours Mission Jeanne d'Arc. Voilà, et derrière chaque nom, il y a une histoire de la France. Oui, c'est ça, et une histoire de la marine. Et puis une histoire de la marine. Ah oui, vous êtes très doué dans l'exercice, amiral Col-Défi. Enfin, moi, je souscris aux 3 noms que vous proposez. Si j'étais le président de la République, je ne saurais choisir. Mais vous l'êtes pas, moi non plus. Ouais. C'est l'amiral Nicolas Vaujour, l'actuel SEM, chef d'état-major de la marine. On donne son nom parce que c'est des sujets, malheureusement, dont on ne parle pas beaucoup sur l'antenne d'Europe 1. C'est vrai que c'est des sujets militaires, alors qu'effectivement, ça s'invite au cœur de l'actualité. Un mot peut-être sur l'opération en cours actuellement pour le Charles de Gaulle et pour le groupe aéronaval qui l'entoure. Cette drôle de fonction de dissuasion, d'espèce de bouclier maritime dans l'est de la Méditerranée. Hein, c'est ça, si j'ai bien compris, amiral Col-Défi. Hein. Alors, c'est non simplement une fonction de bouclier, parce que quand on parle du groupe aéronaval, c'est le porte-avions, mais c'est une bulle de 600 km autour qui est complètement, sous contrôle, verrouillé, oui, c'est ça. Oui. Contrôlé dont on a maîtrise, et puis bien sûr sous la mer avec les sous-marins nucléaires d'attaque et les bâtiments du temps sous-marine, la connaissance du milieu sous-marin. Mais c'est surtout une capacité de frappe. Je vais employer l'expression en anglais, in being, c'est-à-dire potentiel, qui peut se déclencher à tout instant. Il n'y a aucune autorisation à demander à qui que ce soit. Et c'est cette menace de frappe qui force un effet dissuasif dans une mission qui est défensive. Pour le moment, le Charles de Gaulle n'a pas pour mission d'attaquer un quelconque objectif. En revanche, si on attaque les intérêts français, les bases militaires françaises, un certain nombre de clauses qui concernent la France, il peut répondre instantanément par la frappe, évidemment, des rafales et des missiles que les rafales emportent. Merci beaucoup, amiral Alain Col-Défi, d'avoir été avec nous ce matin, ancien inspecteur général des armées, pour parler du nom de ce porte-avions. On a un auditeur qui est avec nous, il s'appelle Christophe, il est breton. Ah, le pied marin, j'en suppose. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, bonjour auditeurs. Alors bonjour à l'amiral. Vous avez une suggestion de nom pour notre futur porte-avions, le successeur du Charles de Gaulle? Oui, moi j'aurais pensé sincèrement, le grand amiral qui vient de parler, de s'exprimer, pensait donc à la plage d'Arromanches pour rendre hommage au commando Kiefer. Et moi j'avais justement, avant d'entendre parler, pensé au nom du commandant Kiefer. Ah, c'est pas idiot ça, le commandant. Vous nous rappelez un petit peu qui était le commandant Kiefer, pour ceux dont la culture militaire historique serait défaillante, ce qui est mon cas, je m'inclus dans le lot. Hein. Mais il y a un commando Kiefer d'ailleurs. Oui, le commando Kiefer, mais lui il dit le commandant. Voilà. Oui, je sais bien, mais qui est le nom du commandant. Le commandant vient du commandant. Voilà, c'est ça. C'est celui pour célébrer ou commémorer sa mémoire qui a été créé, le commando Kiefer. Donc ce sont des commandos marines d'Écosse, des forces spéciales françaises. Oui, c'est ça. Le commandant Philippe Kiefer, effectivement. Voilà. Mais sinon, je pensais aussi à un nom qui rassemble, quelqu'un qui a su rassembler tous les Français de l'époque, à savoir les Gaulois, Vercingétorix. Ah, c'est beau, ça a de la gueule, si je puis me permettre. Pour un avis, oui, c'est pas mal, hein. Le Vercingétorix. Ça a de l'allure. J'aurais plaisir à annoncer le déploiement du Vercingétorix. Et ça parle au monde entier, parce que ça me paraît important. Voilà, c'est vrai que déployer le Vercingétorix, ça a de l'allure. Et c'est quelqu'un qui a su rassembler tous les Français, tous les peuples de Gaule. Tous les Gaulois, oui, c'est ça. Pour combattre César. Mais sinon, je pense qu'un grand amiral ou quelqu'un comme Richelieu ferait bien l'affaire. Il y a un autre grand marin résistant qui était Destiendorf. Oui, exact. Oui, plus dur à dire en bouche, ça oui, beaucoup plus dur. Non, mais moi, et qui parle à beaucoup moins de monde. Oui, voilà, moi je pense au matin où il faudra annoncer le déploiement du Destiendorf. Non, c'est mieux le Vercingétorix. C'est vous le journaliste, voilà. Vous dites le matin la bouche pâteuse, Destiendorf, ça coule pas, Vercingétorix, ça va bien. Non. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup, Christophe. Vous êtes où en Bretagne? Je vous ai pas demandé, tiens. Je suis près de Morlaix, à Plounéour-Ménez. Plounéour. Entre Morlaix et Carhaix.
Ça sent le vent marin. Ah, c'est vers chez Géraldine Voilà. Amand, là, qui nous réalise ce oui, matin. Morlaix, Finistère tout près Nord. de chez Géraldine, Eh oui. tout près de chez Géraldine, que j'écoute souvent, C'est que je gentil. n'ai jamais rencontré quand elle vient en vacances, mais Bah, vous n'êtes- Écoutez, c'est pas loin. Christophe. Mais elle se baigne très très tôt, Elle je crois, fait discret. entre 6h et 7h le Non, matin. 9h du matin, je fais ma petite baignade, voilà. d'accord, elle se fait très discrète en tout cas. Bon, écoutez, merci beaucoup Christophe de votre appel. Vous n'hésitez pas, auditeur d'Europe C'était 1. avec plaisir, je suis un peu intimidé par contre. Bon, écoutez, ça Voilà. s'est pas entendu, hein. Non, pas du tout. Hein. Mais merci de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné la parole, et merci pour tous vos Eh programmes. ben, écoutez, vous nous rappelez quand vous le souhaitez. En tout cas, l'antenne d'Europe 1, elle vous est grande ouverte, Christophe, à vous ainsi qu'à tous les auditeurs. N'hésitez surtout pas.